Salut, c'est Joseph, j'espère que t'es en forme ce soir. On se retrouve ce soir, comme je te l'avais promis ce matin, pour parler de ces fameux Mexicains, de ce fameux peuple mexicain. Alors, ça c'est un peu d'histoire, on va commencer un peu par là. Alors t'inquiète pas, ça sera pas un cours d'histoire ce soir. On va parler de ça en mode détendu, tranquille. C'est juste que voilà, j'avais envie de te parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place que j'ai découvert déjà tout à fait par hasard, que j'ai commencé à mettre en place il y a quelques mois, un peu avant la fin de l'année on va dire, et que là je compte vraiment complètement intégrer cette année-là, et parce que j'ai vu que ça avait déjà concrètement beaucoup changé de choses dans ma vie, fait évoluer ma façon de voir les choses, ma façon de penser, etc. De quoi il s'agit? Alors du coup c'est tout simplement par rapport à ces peuples, alors par rapport à l'histoire en fait. Quand je te parle d'histoire, je te disais ça aussi ce matin, l'histoire c'est pas simple parce que les mecs qui racontent l'histoire ils sont pas jeunes, tu vois. Soit ça vient des écrits qu'on a trouvés, soit c'est des interprétations qu'on en a faites, mais de toute façon, des vrais qui ont vécu à ce moment-là, il n'y en a pas. Il y en a plus, c'est des descendants de descendants qui retrouvent des écrits et des machins, bon. Donc il en reste ce qu'il en reste. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des valeurs sympathiques à en retirer. Et là, il s'agit, alors c'est un peuple qui a vécu coincé, alors coincé, pas vraiment coincé, mais les Mayas, tu sais, c'est assez vieux, on estime ça à 1000, moins 1000, des choses comme ça. Ensuite, il y a eu les Aztèques, donc ça c'est plutôt un peu après 1000. Et là, coincé entre les deux, t'as les Toltecs. Tu connais certainement ce nom-là, tu t'en as déjà entendu parler si tu t'intéresses un peu à tous ces sujets-là. Mais... Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ces gens-là, ils ont passé alors un certain temps, à une certaine époque de civilisation, et surtout, ils étaient tout simplement guidés, ils vivaient tout simplement avec 4 règles. Pas besoin de pondre une loi toutes les 5 minutes, pas besoin de trucs, voilà, 4 règles. Et tu sais, chez Stratégie Temps, on aime bien les trucs simples, on aime bien les trucs faciles, on aime bien, enfin faciles, pas forcément faciles, mais les systèmes simples, les systèmes auxquels on va se tenir le plus simplement. Et alors ce truc-là, en 4 accords, en 4 règles finalement, en 4 lois, ça m'a vraiment interpellé et je me suis penché un petit peu plus là-dessus. J'ai creusé un petit peu plus et finalement quand je les ai découverts, ça m'a pas parlé. Et ensuite j'ai lu un bouquin qui s'appelle La Voie de la Connaissance, un truc comme ça, de Don Miguel Ruiz. Bon bref, si tu tombes là-dessus, prends-le. Moi je l'ai même pas acheté, je suis tombé dessus par hasard et donc je suis vraiment content d'avoir lu ce truc-là. Et finalement on va parler un petit peu de ces 4 accords. Qu'est-ce qu'ils veulent dire et qu'est-ce qui se passe quand tu les mets en œuvre et quand tu les mets en application. Et finalement, je te propose vraiment de les essayer toi aussi parce que ça va vraiment te changer quelque chose. Alors le premier truc, c'est la parole impeccable. Avoir et pratiquer la parole impeccable. Et ça, que ce soit envers les autres ou envers toi-même. Et ça, c'est important. C'est important de le comprendre. Parce qu'envers les autres, bon, on t'a toujours dit d'être poli, on t'a toujours dit de faire comme il faut, on t'a toujours dit de faire plaisir, on t'a déjà appris à faire ça. Mais envers toi-même, je suis pas sûr qu'on t'ait appris. La parole impeccable envers soi-même, ça veut dire de pas dénigrer ce que tu as le pouvoir de faire. Ça veut dire ne pas avoir d'angoisse, ne pas avoir de peur, ne pas avoir, etc. La parole, c'est aussi, même quand tu tais, cette petite voix qui reste au fond de toi et qui continue à t'envoyer des trucs, qui continue à te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, qui continue à te faire peur du jugement des autres, qui continue à te pourrir la vie finalement. Et le premier accord, cette première règle, la première loi qu'ils appliquaient chez eux, c'était la parole impeccable. Et finalement, tu découvres que t'as pas besoin de beaucoup parler extérieurement, donc pour parler que de l'extérieur, et à l'intérieur de toi-même, tu as besoin de beaucoup travailler pour faire taire cette petite voix-là. Alors, tu as différentes méthodes, tu as différentes façons, tu fais ce que tu veux, mais ne serait-ce que le simple fait, alors là, tu as des aides du genre le pouvoir du moment présent, des trucs comme ça, comme bouquin, des trucs, bon. Mais ce premier truc, ne serait-ce en mettre un en place, c'est déjà bien.
Les 4, c'est encore mieux, mais 1, c'est déjà pas mal. Celui-là, la parole impeccable. Avec les autres, c'est déjà une première chose, y réfléchir, y penser, et ça commence par exemple dans ta relation de couple, dans ta famille, dans tes proches, avec tes collègues, etc. Ça va te donner vraiment beaucoup plus de crédit finalement, parce qu'à chaque fois que tu diras quelque chose, ça sera plus de la merde, ça sera quelque chose qu'il faudra écouter. Voilà pour le premier. Le deuxième, il est vraiment sympa, et d'ailleurs, je suis bien content d'avoir découvert ces machins-là après toutes les lectures que j'ai pu faire, parce qu'il a pris tout son sens. Et c'est là qu'on te dit que chacun a son interprétation du monde, et chacun lit un livre à sa façon, avec sa propre interprétation, mais c'est complètement ça. Donc le deuxième, c'est ne rien prendre personnellement. Ne rien prendre personnellement. Et je vais tout simplement illustrer ça par te dire que, donc là c'est dans ma lecture de Sapiens, ce fameux livre Sapiens, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses, ce truc-là. Une brève histoire de l'humanité, mais c'est complètement ça. Bref, ne rien prendre personnellement, pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que chacun, déjà on est tous seuls avec soi-même et point. La vie en société, c'est une chose, mais on est quand même de toute façon tout seul. On est né tout seul, on mourra tout seul, on est tout seul quand on doit prendre une décision, on est tout seul à la supporter, à la porter. Ne rien prendre personnellement, ça part du principe simple que j'ai appris donc dans Sapiens, que ce qui fait la différence, et ça c'est assez fort, c'est assez marrant, j'aime bien ce truc, j'adore ce truc-là même. Ce qui fait la différence entre les animaux et nous, les êtres humains, la seule différence finalement, parce que la différence biologique entre guillemets, il n'y en a pas. On a les mêmes fonctions, on a besoin de manger, on a besoin de respirer, on a besoin de machin, on a besoin de vivre en société, on a l'instinct qui nous guide pour savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc. Mais la différence entre les animaux et nous, c'est notre capacité à nous raconter des histoires. C'est tout. Regarde exactement. Et encore une fois, tu vois, j'aime bien les trucs hyper simples, mais c'est tout. Et si j'avais su ça il y a de nombreuses années, tout aurait changé dans ma vie finalement. Mais la seule différence, c'est notre capacité à nous raconter des histoires. Et regarde, l'illustration la plus commune et la plus facile, c'est la monnaie. Toutes sortes de monnaies, quelle qu'elle soit l'époque, quelle que soit même celle d'aujourd'hui, n'a de valeur que dans la croyance commune de chacun des êtres humains finalement. Parce que finalement, si tu as des tas de billets dans la poche, que tu es au milieu du désert, que tu n'as plus rien, que tu es avec quelqu'un qui a un verre d'eau, mais lui, il n'a pas d'argent. T'as beau avoir des tonnes d'argent sur toi, en monnaie, en espèces, en carte de crédit, en tout ce que tu veux, et tu lui donnes tout, il va pas te le donner son verre d'eau. Il va le garder, il va le boire. S'il a envie de partager, il va même pas vouloir de ton argent, il va t'enfiler un peu d'eau. Mais dans l'ensemble, il va le garder, il va le boire. Donc tu vois finalement que pour nos besoins de base, l'argent, c'est juste une histoire commune, il sert à rien. C'est pas le sujet de cette vidéo, on revient. Ne rien prendre personnellement, ça veut dire que chacun dans sa tête se raconte sa propre histoire. Chacun dans sa tête a sa propre histoire, a sa propre vision de ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 2 heures, dans 2 jours. Et en fonction de ça, ce que tu imagines toi, ça correspond pas à ce qu'il imagine lui, et ce qu'il imagine lui, ce qu'il imagine l'autre, ça correspond pas à ce que tu imagines toi. Donc, finalement, ce qui se trouve, c'est que il s'en vient des frustrations, des colères, des incompréhensions, et l'autre va te faire des reproches ou va te faire des commentaires sur ce que tu aurais dû faire ou ce que tu as fait, etc. Mais ce commentaire-là, je sais pas si je vais même expliquer, mais je vais essayer. Ce commentaire-là, il vient de son imagination à lui. Et forcément qu'il ne correspond pas à la tienne, parce qu'il n'en sait rien, lui, de ce que tu as toi dans la tête. Donc, ne rien prendre personnellement, ça veut dire que tout doit te passer à 10 000 au-dessus de la tête. Et ça, c'est pas évident. Je suis d'accord, c'est compliqué à faire. C'est peut-être l'une des plus dures à mettre en place, mais l'une des plus puissantes quand même. Parce que ne rien prendre personnellement, ça veut dire que l'autre te fait un reproche, ou alors, te fait un reproche, il y a une genre de remise en question, mais c'est peut-être dans la formulation du reproche que c'est mal fait. Ou alors, à une remarque désobligeante ou quelque chose, enfin bref, ou fait simple, tout
doit te passer à 10 000 au-dessus de la tête. Tu dois essayer de déceler les faits qui se cachent derrière l'interprétation, derrière la parole, derrière ce qu'on te dit, mais ne pas prendre personnellement ce qu'on dit. Voilà pour ce point-là. Le point suivant, donc l'accord suivant, la loi suivante, c'est éviter toute supposition. Et finalement, je me rends compte avec celui-là que même avant de connaître ces fameux accords Toltec, même avant d'avoir découvert tout ça, je pratiquais déjà ça, peut-être pas assez, certainement pas assez, mais je pratiquais déjà ça, d'éviter les suppositions, c'est-à-dire d'être toujours sur les faits, toujours concentré sur des faits exacts et vérifiés. Parce qu'une supposition, forcément, ça veut dire que t'as manqué quelque chose, donc c'est laisser un peu place au hasard, etc. Donc ça veut dire que ça peut capoter. Maintenant, éviter toute supposition, je dis pas qu'il faut tout prévoir, tout planifier, tout avoir calculé, etc. Parce que des fois, il faut laisser un petit peu de part de surprise. Mais dans la plupart des cas, il faut mieux éviter toute supposition. Surtout, finalement, les suppositions, c'est aussi interpréter l'histoire que l'autre s'est racontée. Mais t'en sais rien. Ou créer une histoire pour l'autre. Mais forcément, ça collera pas. Forcément, ça va merder. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu crées une histoire pour l'autre, l'autre il s'en fout de ton histoire. Et c'est de là que naît la colère, la frustration, etc. Encore une fois. Et enfin, le quatrième, toujours faire de son mieux. Donc ça, ce que je t'avais mis ce matin, là, ta mère t'a déjà appris à faire ça. Mais c'est vrai. Ça, tu as déjà appris à le faire. Est-ce que tu le fais? C'est une autre question. Est-ce que c'est possible de toujours le faire? Est-ce qu'on a toujours envie de le faire? Si on s'est engagé à faire quelque chose, la moindre des choses, c'est de le faire du mieux qu'on peut. Maintenant, c'est pas toujours effectivement évident. On n'a pas toujours très envie de faire ça, mais il faut quand même le faire. Donc, je vais te les redire calmement, tranquillement. Je te laisse méditer ça. Je te laisse voir ça tranquillement. Mais vraiment, si tu peux en mettre au moins un ou deux en application, au moins le deuxième. Au moins le deuxième, déjà, tu auras pas mal avancé, je te les redis entièrement. Le premier, la parole impeccable. Avoir et pratiquer donc la parole impeccable. Le deuxième, ne rien prendre personnellement. Tout laisser filer. Éviter toute supposition pour le troisième. Et enfin, le quatrième, toujours faire de son mieux. Quand tu auras fait ça, tu auras déjà beaucoup avancé. Et le petit deuxième truc, moi, que j'avais mis en application sur la fin de l'année dernière et que je vais continuer, alors je l'ai découvert par moi-même et ensuite je l'ai retrouvé chez plusieurs approches, plusieurs philosophes différents, etc. Mais ça, j'ai vraiment trouvé par moi-même. Alors tu le crois pas, j'en sais rien, et puis d'ailleurs je m'en fous, mais moi je l'ai vraiment découvert par moi-même. C'est l'histoire des émotions. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur les émotions. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si j'ai toujours la feuille. J'avais une feuille avec une liste d'émotions. Là, j'étais arrivé à un concentré comme ça de 8 ou 9 émotions, je crois, un truc comme ça, les soi-disant émotions primaires. Mais 8 ou 9, c'était encore trop compliqué pour moi. Donc j'ai encore réfléchi, j'ai encore creusé, j'ai encore cherché par rapport à toutes mes lectures, à toutes mes inspirations. Je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est qu'il n'y a que deux émotions primaires, que deux émotions finalement, tout part de là. Et on va voir tout de suite ce que c'est et comment les déclencher à la demande. Les deux émotions primaires, tu as l'amour et la peur. C'est tout. Et c'est Pierre Rabhi qui disait ça, donc l'être humain est un trouillard parce qu'il a peur de mourir. Et c'est tout, il n'y a que ça. La peur de la faim, c'est ce qui fait qu'on a peur. Si on n'avait pas de faim, si on était éternel, on n'aurait pas peur quelque part. On s'en foutrait de tout, on saurait qu'il n'y a pas de faim. Tandis que là, on sait qu'il y a un game over qui se présente n'importe quand, qu'on ne sait pas quand d'ailleurs. C'est peut-être ça qui est le plus flippant. Et donc, à partir de là, on a peur de tout. On a peur de tout. Et comment déclencher ça à la demande? La peur, c'est forcément dans le futur ou dans le passé. La peur, c'est forcément une projection du futur ou où on ressasse comme ça le passé, où on ressort des vieux dossiers, où on ressort des vieux trucs et ça nous pourrit la tête. Et je te mettrai ça par rapport au futur, par exemple. Alors j'avais pris cet exemple-là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais le refaire rapidement. C'est que
Si jamais tu es en face d'un chien méchant, je sais pas, je vais prendre cet exemple-là du chien méchant, mais c'est un exemple un peu mauvais, on va dire, parce que il y a quand même une part de réflexe humain. Mais on va passer outre cette part de réflexe humain. Mais au moment où tu vois cette bestiole qui est en face de toi, tu le sens bien qu'elle va venir te croquer. Mais il n'y a aucune raison que tu aies peur. Justement, en fait si, il y a aucune raison que tu aies peur. Il y a une raison que tu aies cet instinct humain qui te retienne et qui te fasse avoir une certaine réaction appropriée. Mais la peur, finalement, elle n'a rien à voir à ce moment-là parce que au moment pile où tu es juste en face de lui, dans l'instant présent, il ne se passe rien. Dans l'instant d'après, peut-être le chien va se mettre à courir vers toi, mais il se passe toujours rien pour toi. Il n'y a aucune raison que tu aies peur, tu es bien. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va te croquer, ben, ça va te faire mal, mais il n'y a aucune raison que tu aies peur. Tu auras mal. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la peur, c'est juste, tu imagines ce qui pourrait se passer, donc ça te fait peur. C'est pas un très très bon exemple, l'histoire du chien, mais tu peux projeter ça dans pas mal de choses. Parler en public. Parler en public, c'est la peur du jugement des autres. Mais finalement, au moment où tu vas monter sur scène, ou au moment où tu vas prendre la parole, au moment où tu te présentes comme ça. Alors je dis pas que je le pratique moi personnellement, tu sais, c'est pas simple à mettre en place. Mais au moment même où tu fais ça, et quand tu te lances, il n'y a aucune raison. Enfin, il n'y a rien. Tu vas pas mourir, tu vas pas perdre. Même si les autres te jugent et t'envoient des tomates, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout. Voilà, donc cette forme de peur-là, c'est forcément une projection du futur ou un retour dans le passé. Et l'amour, c'est maintenant. La seule chose qui peut se passer maintenant dans l'instant présent, c'est d'aimer. Aimer, là, te parler comme je le fais là. Aimer, je sais pas, aimer observer un paysage. Aimer passer un bref instant comme ça avec tes enfants, avec ta famille, avec ton conjoint. Aimer ce qui se passe. Aimer, je sais pas, aimer quand... Même à l'extrême, quand tu fais la vaisselle, tu peux trouver une part de plaisir dans le fait de faire la vaisselle. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Je dis pas que c'est facile à faire, encore une fois, toujours, mais c'est la meilleure façon de déclencher, en tout cas, l'amour qui se présente que maintenant. Alors ça paraît un peu, ça y est, Jésus est revenu sur terre, l'amour, le machin. Mais finalement, c'est que ça. On parle pas de ça, là, on parle vraiment on est beaucoup plus large que ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est les deux trucs, moi, que je vais vraiment me concentrer à mettre en place sur 2018. Et je pense, enfin, ça a déjà commencé à changer un peu ma vie sur la fin 2017. Et là, je pense que ça va vraiment la révolutionner à fond. Ces 4 accords très simples et ce travail sur les 2 seules émotions et finalement, qu'est-ce qui les déclenche. Je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.